Et ce champ magnétique, il est créé par une cage magnétique, une immense cage magnétique qui fait 20 mètres de diamètre, 20 mètres de haut. L'axe magnétique de cette cage, elle doit être positionnée avec une précision du quart de millimètre. Du 0,5, ok, 0,25 mm. Voilà. Et donc, c'est ça le défi. Le défi, c'est manipuler des objets qui font plusieurs centaines de tonnes, qui font plusieurs dizaines de mètres de haut, dans leurs dimensions extrêmes, mais avec une précision d'horloger. Voilà. Alors, au-delà de cela, donc là, c'est le cœur. Nous avons besoin d'un certain nombre d'installations complémentaires. Première installation, c'est celle que vous voyez à tout à fait l'extrémité, c'est le poste électrique. Le poste électrique, il est connecté au réseau européen, et lorsque l'on va démarrer, le poste électrique, vous allez le voir tout à l'heure lorsqu'on visitera le site rapidement, il est dimensionné pour pouvoir alimenter une ville de 3,5 millions d'habitants. Voilà. Donc, et on va, lorsqu'on allume le plasma, prélever sur le réseau européen près de 500 mégawatts. La moitié d'une production d'une grande centrale nucléaire. Ça va durer un dixième de seconde, mais j'ai besoin de ce pouvoir. Voilà. Alors les neutrons vont activer pas mal du matériel. Alors, les neutrons, vous avez raison, vont activer l'acier qui est effectivement constitutif du... Parce qu'ils ne sont pas déviés par le champ magnétique. Non, non, justement, ils vont traverser le champ magnétique pour pouvoir rentrer en collision avec la paroi. Donc, si c'était du fer pur, absolument pur, il n'y a pas de réaction entre les neutrons et le fer. Le fer, c'est le noyau, donc, comme vous le savez, le plus stable. D'accord. Simplement, dans le fer, quel que soit l'effort de pureté que vous faites, vous avez, même si c'est 0,01%, vous avez du cobalt, vous avez du nickel, vous avez un certain nombre de métaux qui, à ce moment-là, ont, lorsqu'ils rentrent en collision avec un neutron, une filiation nucléaire. Donc, vous produisez de la radioactivité. Le projet, c'est de démontrer la fiabilité de l'énergie de fusion. Et puis, il y a la fusion, qui est ce dont on parle aujourd'hui. Voilà. C'est le plus familier de ce qui comme mode de production de l'univers, puis c'est ce qui fait, ce qui fournit l'énergie des étoiles et du Soleil. Le Soleil, c'est une immense bulle d'environ 300 000 fois la masse de la Terre, et au cœur du Soleil, vous avez un plasma, donc c'est-à-dire évidemment de l'hydrogène séparé donc de ces électrons, le noyau et les électrons qui se meuvent indépendamment, qui a une densité d'environ 100 fois la densité du fer. Et à cette densité et à cette température, 15 millions de degrés, vous forcez les noyaux d'hydrogène à se rapprocher à des échelles qui sont subatomiques, donc c'est-à-dire donc très très proches. Et donc dans ces conditions-là, après avoir vaincu leur répulsion, ils sont piégés, donc comme dans un puits, et le piège fait qu'à ce moment-là, ils donnent naissance à un noyau d'hélium et à un neutron, voilà, qui partent avec une énorme vitesse, porteur de la fameuse énergie en question. D'accord. Ça, c'est pas faisable dans l'univers, et donc les physiciens ont imaginé une solution alternative, qui est d'utiliser un plasma ultra peu dense, 1/1000e de la densité donc de l'atmosphère. Voilà. Donc extrêmement peu dense, et dans ces conditions-là, vous pouvez envisager d'accélérer les noyaux d'hydrogène, donc pour atteindre une vitesse donc de 0,7 MeV, 0,7 millions d'électronvolts, équivalente à une température de 150 millions de degrés. Et lorsque, à ce moment-là, vous avez atteint cette température, les deux noyaux d'hydrogène qui rentrent en collision, eh bien, à ce moment-là, fusionnent, comme dans le Soleil, et donnent naissance aux mêmes particules, mais vous voyez que ces particules, elles partent avec 5 fois plus d'énergie pour le noyau d'hélium et 20 fois plus pour le neutron. Le noyau d'hélium va servir à chauffer le plasma. Donc c'est pour ça qu'on appelle ce plasma un burning plasma, un plasma auto-entretenu. 80% de la chaleur, de l'énergie nécessaire pour produire, pour maintenir la température du plasma va être fournie par le plasma lui-même. Et le deuxième, donc lorsque le noyau d'hélium aura atteint sa température donc moyenne du plasma, on le soutirera et il viendra entrer en collision avec une partie
de l'enceinte à vide où il sera brutalement freiné et transférera l'énergie qui lui reste. Voilà. La deuxième partie, c'est le neutron, lui, va s'échapper, donc il va venir en collision avec la paroi, transférer son énergie cinétique en chaleur que je vais récupérer avec l'eau en question. Voilà. Le grand avantage, c'est que lorsque je fusionne 1 gramme d'hydrogène, bon, c'est une variété particulière, c'est le deutérium et tritium, c'est comme si je brûlais instantanément 8 tonnes de pétrole. Il y a un facteur d'amplification d'1 million. C'est, si vous voulez, le facteur qu'il y a entre une combustion chimique et effectivement une réaction nucléaire. Les forces nucléaires sont d'un ordre de grandeur, enfin d'1 millionième de fois supérieur aux forces chimiques. Voilà. Donc voilà comment les choses se passent. Évidemment, la fusion a été observée pour la première fois dans les années 1950, alors que c'est en 1910-20 que les physiciens, dont un Français qui s'appelait Joliot-Curie, Perrin, a mis en évidence dans le Soleil cela. Et donc, dans le monde entier, il y a beaucoup de physiciens qui ont essayé de reproduire la fusion. Et vous voyez, le premier tokamak qui a eu lieu en France, c'est un tokamak qui tient sur une table. Voilà. Vous observez la fusion, mais tellement peu d'événements de fusion par unité de temps que vous consommez beaucoup plus d'énergie que vous n'en récupérez. La taille est une question primordiale, comme je vais vous l'expliquer. Donc, le record mondial aujourd'hui, il est détenu par cet équipement européen qui est en Grande-Bretagne, où ils ont réussi à produire 16 mégawatts d'énergie de fusion, mais ils ont dû fournir 23 mégawatts de chauffage. Donc le rendement est seulement de 70%, donc ce n'est pas intéressant. Donc la fusion est justifiée par le fait que, effectivement, c'est une source d'énergie massive, potentiellement continue, mais facilement variable dans le temps. Je peux arrêter et recommencer, donc parfaitement complémentaire des énergies renouvelables. Et que le deuxième intérêt, c'est que la matière première du combustible, c'est l'eau, au début, et le lithium. Et il en faut des quantités très faibles. Donc, pour vous donner une petite idée, une centrale de fusion d'hydrogène de 1000 MW a besoin de 350 kg de combustible par an, et une centrale de même puissance, 1000 MW, au charbon ou au pétrole, c'est 10 millions de tonnes. C'est le fameux facteur million, comme je viens de vous expliquer. Voilà. Un impact limité sur l'environnement, puisque je ne produis que de l'hélium, et en très faible quantité, donc pas plus d'ailleurs que sur le climat. Il n'y a pas de risque de le transformer en une arme, puisque évidemment la taille du système est incompatible, et je n'ai pas de déchets de haute activité à Villon. Voilà. Comment est né le programme, le projet? Il est né aux alentours des années 1985, fin de la guerre froide, donc 4 ans avant la chute du mur, dont on vient de célébrer les 30 ans en question. Et ces deux personnages que vous connaissez sans doute ont décidé effectivement de demander à leurs physiciens de cesser de produire des armes de plus en plus sophistiquées pour essayer d'utiliser la fusion à des fins de production pacifique, donc de l'énergie. Donc ils ont lancé un programme international qui a réuni immédiatement la Russie, les USA, mais aussi l'Europe et le Japon. Et pendant 15 ans, entre 1985 et 2000, environ 200 physiciens dans 3 laboratoires, un aux États-Unis, l'autre en Europe et le troisième au Japon, ont dessiné la machine, ont démontré que cette taille de machine était capable de satisfaire l'objectif. Donc il y a une négociation compliquée qui s'est engagée sur la gouvernance, sur le site et sur évidemment le partage des coûts. Et c'est en juin 2005, environ 4 ans plus tard, que les membres ITER ont unanimement choisi le site de Cadarache, Saint-Paul-les-Durances, proposé par l'Europe, et se sont mis d'accord sur le partage des coûts. L'Europe 45%. Voilà l'image du tokamak. Donc je vous rappelle, donc c'est un tore. Un tore, c'est comme une chambre à air, si je peux m'exprimer ainsi. Donc ça, c'est coupé en deux, c'est le fruit. Donc voilà la section du tore. C'est ce
Donc ça c'est en acier, avec une double paroi dans laquelle l'eau va circuler. Et en plus, je mets des tuiles qui seront toutes refroidies à l'eau, et les tuiles sont couvertes de beryllium, qui présente l'avantage de beryllium de ne pas avoir de réaction avec les neutrons. Il absorbe les neutrons sans donner de filiation nucléaire. Voilà. Donc là, vous avez cette enceinte à vide, entourée des bobines. Il y a 18 bobines verticales, 6 bobines horizontales et un solénoïde central. Voilà. Et vous voyez, l'hélium sera pompé à travers de ce qu'on appelle un divertor, donc couvert de tungstène, puisque là, je vais avoir donc, environ un flux de chaleur qui correspond à 20 mégawatts par mètre carré. 20 mégawatts, c'est comme si vous aviez 20 000 radiateurs électriques de 1 kW chacun sur 1 mètre carré. Oui. Donc, on n'a jamais atteint ces densités d'énergie. Et comme je le dis, tout ça, ça fait 23 000 tonnes, et puisqu'on est en France, la comparaison est facile, c'est comme si vous aviez 3,5 fois. La seule partie qui... Voilà, comme je vous l'ai dit, la taille est déterminante. Le record mondial, c'est avec un plasma de 80 mètres cubes, nous aurons 10 fois plus de volume du plasma, 830 mètres cubes de plasma. L'enceinte à vide, le volume à l'intérieur de l'enceinte à vide, c'est 1800 mètres cubes. Donc, vous aviez chauffé 23 mégawatts, nous on doublera le chauffage. Ils avaient obtenu 16 mégawatts de puissance, nous on en obtient 30 fois plus. Donc l'idée, enfin l'objectif, la mission de ITER, c'est évidemment de démontrer la maîtrise des technologies requises par un réacteur de fusion. Et une fois allumé, le plasma doit produire 10 fois plus d'énergie qu'il n'en aura reçu. Voilà. Hein, voilà. Donc, comment ça marche? Encore une fois, c'est simple. Vous faites le vide, vous injectez 2 grammes d'hydrogène, vous faites une décharge électrique pour créer un plasma qu'on appelle froid, comme dans les lampes, hein, donc c'est le même type, un claquage donc, du gaz, hein, d'accord. Et à ce moment-là, immédiatement, il soutire son énergie des bobines magnétiques, c'est pour ça qu'il y a besoin des 500 mégawatts, et vous accélérez les particules. Si vous avez un petit souvenir de des cours de physique élémentaire, vous savez que quand vous avez un champ magnétique et qu'à proximité vous avez une charge électrique, la charge électrique est capturée par la ligne de champ magnétique la plus proche et s'enroule sur la ligne de champ magnétique comme dans un escalier hélicoïdal en accélérant continuellement. Donc vous comprenez que si vous avez un vide suffisant, vous n'avez pas de voisin à proximité. Donc vous avez le temps d'accélérer pour atteindre la bonne vitesse, c'est-à-dire la bonne température, avant de rentrer en collision avec le voisin. Donc c'est ça la condition de la taille. Si vous n'avez pas la taille, vous allez rentrer en collision trop tôt et vous n'avez pas la bonne vitesse et vous ne fusionnez pas. C'est comme sur un circuit automobile. Vous avez la voiture à l'arrêt, vous voulez aller à 350 km à l'heure, s'il y a des véhicules qui sont devant vous, vous êtes incapable. Bien sûr. Voilà. Donc c'est ça la condition. Donc immédiatement, comme je l'ai dit, sous l'effet Joule, hein, c'est un conducteur, vous allez chauffer environ 100 millions de degrés et j'ai besoin de faire le saut jusqu'aux 150. Donc je vais chauffer par les fameuses ondes électromagnétiques dont je vous ai parlé, chauffer par une injection de particules, d'accord? Donc je vais accélérer des noyaux d'hydrogène que je vais injecter, qui vont entrer en collision avec les noyaux donc, du plasma pour le chauffer, et très vite, j'obtiens les 150 millions, et là le plasma est auto-entretenu. Donc le défi, comme je vous l'ai dit, c'est la construction de la cage magnétique. Vous voyez la taille du personnage, même s'il fait 2 mètres, ça en fait 21. C'est comme si vous aviez un immeuble de 7 étages. Ça fait 20 mètres, à peu près 22 mètres de large. D'accord? Et il faut que l'axe magnétique, il soit positionné, comme je l'ai dit, avec une précision donc du quart de millimètre. Voilà, ça c'est le défi. Le défi qui est de manipuler des objets qui sont plutôt familiers dans un chantier naval, avec des pièces qui font plusieurs centaines de tonnes et qui ont des dimensions de plusieurs dizaines de mètres, mais avec une précision d'horloger. Et en particulier, là, c'est la première bobine verticale, donc elle n'est pas bien positionnée. Hein, ça fait 20 mètres de large, de long, environ 10 mètres de large. Donc, elle est fabriquée avec des câbles supraconducteurs.
ces câbles supraconducteurs, c'est de la céramique. C'est du niobium éteint ou du niobium titane. La céramique, c'est comme de la faïence. Ça se casse. Donc ça ne résisterait pas aux forces électromagnétiques énormes qui vont être engagées. Donc on est obligé d'enserrer les câbles dans des boîtiers. Donc le boîtier, il est fait de 2 morceaux. Voilà. Donc vous avez le morceau supérieur et le morceau inférieur. Ces morceaux, ils pèsent 150 tonnes. Ils sont faits en acier, donc de 5 à 20 cm d'épaisseur, soudés. Et il faut les ajuster avec une précision de 0,2 mm. 1/5 de millimètre. Et je suis très heureux de dire que donc l'été dernier, Mitsubishi a réussi ce premier, et on est en train de produire, il y en a 18 comme ça à produire, et aujourd'hui l'industrie sait faire. Voilà. Donc on est une organisation compliquée. En fait, les 7 partenaires sont tellement convaincus que la fusion serait une rupture industrielle majeure, donc si nous réussissons, et on fait tout pour cela, qu'ils ont souhaité que leurs champions industriels apprennent à fabriquer les composants. Donc, l'ensemble de ces partenaires ont créé ce qu'on appelle une agence domestique, c'est-à-dire une agence qui est capable de passer les contrats avec leurs industriels et qui nous fournissent en nature les composants. C'est évidemment une source de complexité énorme pour l'organisation ITER que je dirige, qui est en charge de coordonner l'ensemble. C'est comme si vous vouliez construire une voiture où une jante est faite par un constructeur, la deuxième par un autre, donc le moteur par un troisième, la carrosserie par un quatrième, etc. Notre défi, ça va être d'assembler ça, et donc effectivement nous y sommes. C'est basé sur un partage des fabrications qui sont à faire, qui a été acté dans l'accord ITER, et où en valeur, les 6 pays non européens apportent 9% et l'Europe 45%, puisque c'est en Europe et qu'il y a des retombées plus importantes. Voilà, vous voyez un petit peu la complexité de qui fournit quoi pour simplement quelques composants. Hein, donc il y a plus de 2 millions de composants qui sont à fournir. Voilà, ça vous donne une petite idée. Le point très important, c'est que tous les membres d'ITER partagent la totalité de la propriété intellectuelle. C'était la condition, puisque chacun fait qu'un morceau, et à la fin, ils veulent savoir s'ils seront capables de fabriquer la totalité. Donc, c'était la condition sine qua non. Voilà. On avance. Aujourd'hui, c'est près de 65% des tâches qui devaient être réalisées depuis le premier plasma, depuis le dessin de la machine jusqu'au premier plasma. On progresse environ de 0,7% par mois depuis que j'ai pris cette responsabilité. Alors, pour que vous compreniez, le programme a débuté en 2007. Vous avez la vision aérienne maintenant que vous comprenez. Nous sommes dans ce bâtiment. Voilà, vous avez le fameux pont par lequel les gens rejoindront donc le poste de contrôle. Vous reconnaissez le tokamak. Vous voyez là le fameux cylindre dont je vous ai parlé, donc, dans lequel le cryostat sera positionné. Le hall d'assemblage qui va venir couvrir ici. Donc ici le poste électrique, la conversion, le froid et évidemment le système de refroidissement de l'eau. Voilà. Donc voilà comment j'ai trouvé le chantier en 2014, fin 2014. Voilà où nous en sommes. Voilà. Donc on a bien progressé. Les 2 années qui viennent, 3 années qui viennent sont critiques parce que tous les composants vont nous venir du monde entier. D'accord ? Donc avec, vous voyez, des premières bobines qui vont venir de Chine, les premiers secteurs de la chambre à vide de Corée, les premiers éléments de l'écran thermique. On va devoir avoir un écran thermique entre l'enceinte à vide et les bobines. Vous avez 500 degrés de différence, donc ça serait infaisable autrement. Voilà. Donc, juste pour quelques images, bon, vous reconnaissez maintenant le tokamak. Donc ici, c'est le fameux bâtiment des diagnostics. Ici, c'est le tokamak avec ici donc, le bioshield. Et donc, comme vous voyez, on va construire le toit pour couvrir ici. De l'autre côté, c'est donc l'usine Tritium. Voilà le fameux cylindre. Ça, c'est la base du cylindre. Donc, une couronne donc en béton qui doit résister évidemment à des forces considérables puisqu'il doit supporter les 23 000 tonnes. D'accord ? Et ne l'oubliez pas, dessous, il y a le vide puisque c'est sur des plots antisismiques. Donc, il faut que tout ça résiste dans toutes les conditions. Et un des paradoxes,
c'est que vous devez confiner le plasma, mais donc le mur de protection biologique, il est donc percé par 280 fenêtres par lesquelles vont arriver l'eau froide, partir l'eau chaude, et qu'il y a aussi les diagnostics, et il y a aussi des robots. Par exemple, les tuiles que nous allons mettre, avec leur support, elles pèsent 4,5 tonnes. Donc vous comprenez bien que ce n'est pas un ouvrier qui peut faire ce travail. Donc il va y avoir un robot qui va venir installer ces composants et les fixer. Ça, c'est le hall d'assemblage. Je suis très heureux de dire que récemment, au mois de juillet, on a qualifié les 2 portiques de l'assemblage dans lesquels on doit assembler les secteurs de la chambre à vide, 450 tonnes, 20 mètres de haut, avec 2 bobines qui font 360 mètres. Et donc, comment nous avons imaginé les choses? Nous avons imaginé les choses avec donc, le secteur de la chambre à vide qui sera positionné sur un pied bien rigide et 2 parois latérales sur lesquelles on va fixer les bobines avec des vérins qui permettront de les positionner dans l'espace avec une précision du quart de millimètre et qui, ces 2 panneaux se refermeront comme les fâches d'un livre et viendront permettre d'ajuster la bobine sur le secteur de la chambre à vide comme vous le feriez avec une bague au doigt de quelqu'un. Et donc on a qualifié, on a fait ce qu'on appelle une maquette en béton, 360 tonnes, donc qui a permis de qualifier donc les choses. Alors pourquoi on a besoin de 2 portiques? Parce que le meilleur opérateur au monde, on estime qu'il mettra entre 4 et 6 mois pour assembler les différents composants. Et comme nous voulons que ça ne dure pas plus de 2 ans, ben voilà, nous sommes obligés d'avoir 2 portiques en question. Voilà. Donc on est dans la phase absolument finale, puisque ça doit être prêt au 1er janvier 2020. Donc vous arrivez au bon moment. On fabrique les bobines horizontales, ce qu'on appelle poloïdales, sur place. Il y a 6 bobines. Les 2 plus petites, qui font moins de 10 mètres, sont en fabrication en Chine et en Russie. On peut les transporter depuis le port de Fos jusqu'ici, par la route. Mais les 4 plus grandes, pardon, qui font 17 et 24 mètres, il est nécessaire de les fabriquer sur place. La première est terminée, on va les visiter tout à l'heure, et vous voyez effectivement, c'est fait par galette, et ça c'est la connexion entre 2 galettes. Il faut que donc, la résistance électrique de ces jonctions, c'est du nano, le milliardaire d'ohm. Voilà, en soudant de la céramique. Je ne sais pas si vous voyez le défi. Voilà. Voilà. Donc ça c'est le fameux cryostat. Donc c'est comme une boîte de conserve. On a fait la base, donc le premier cylindre, deuxième cylindre et une couverte. Pour vous donner une petite idée, ça pèse 1500 tonnes. Voilà. Et le premier cylindre inférieur, il est terminé. Il a fallu le sortir de l'atelier. On l'a enveloppé d'une feuille plastique pour le préserver de l'humidité. Et donc, il est prêt à être installé. Ça, c'est le premier composant qui viendra donc positionner. Voilà, on est en phase. L'usine cryogénique, vous voyez, tous les équipements sont déjà en place et on est en train de faire les connexions. Et ça doit être prêt à la fin de l'année 2020. Voilà le réseau électrique. Ça vous donne une petite idée. Ça, c'est la dimension du Stade de France. Voilà, le stade de Wembley. D'accord. Donc, c'est la condition que je vous ai dit en question. Vous voyez, donc, la conversion, donc là, on est absolument en phase pour tous les équipements qui viennent de Chine, d'Inde, de Corée, de Russie, pour être installés. Vous allez, si on y va, voir des barres de cuivre qui vont transporter les fameux 70 000 ampères en question. Le système de refroidissement, vous voyez la dimension du système de refroidissement, ça c'est les tuyauteries. Donc ça c'est les pompes qui permettront effectivement de faire circuler l'eau. Vous voyez la complexité. Et ça c'est un modèle tout à fait innovant de tour de refroidissement. Vous vous souvenez sans doute, quand vous voyez les centrales nucléaires, c'est des grandes tours en béton qui font 60 mètres de haut. Ça fait simplement moins d'une vingtaine de mètres et c'est largement suffisant. Voilà, on est en train de passer de la fabrication. Ça c'est une image du sommet du secteur de la chambre à vide. Vous voyez, l'eau va circuler dans cette épaisseur-là. On crée des tourbillons, etc. Et il faut que ça résiste à un vide du millionième de la densité atmosphérique. Voilà. À la phase d'assemblage, par exemple, on a réalisé
une maquette grandeur nature d'un secteur de la chambre à vide. On a découpé la chambre à vide en 9 quartiers, comme des quartiers d'Orange. Voilà. Et donc, il va falloir les souder. Il les souder avec les précisions que je vous ai indiquées. Donc, on a réalisé une maquette grandeur nature où les robots sont en train d'être qualifiés pour faire la démonstration qu'on sait souder. Voilà. Et vous voyez effectivement l'image des poteaux supérieurs. On a installé, par exemple, ça, c'est le câble d'alimentation électrique. Ah oui. Ah, oui, refroidi à moins 270 degrés. Oh là. Et donc on a été obligé de le positionner avant d'avoir terminé effectivement le bâtiment, parce qu'autrement il ne rentrait pas dedans. Et après, on en a bien sûr bien d'autres à faire. Voilà, ça c'est toutes les fabrications qui ont lieu dans le monde entier. Donc par exemple, ça c'est une des bobines qu'on appelle verticale, et ça c'est les câbles, avant qu'on les mette dans la boîte, que je vous ai montré tout à l'heure. Ça vous donne l'idée de la complexité de la circulation de l'eau qui aura lieu dans l'épaisseur de la chambre à vide. Ça, c'est le bouclier fait en tungstène avec 300 000 petits composants comme ça, tous refroidis individuellement à l'eau, donc qui vont supporter le fameux hélium qui va rentrer en collision sur ces parois-là. Et je soutire, ça va me permettre de soutirer l'hélium, mais avant, il vient se collisionner, enfin entrer en collision avec ça. Voilà, donc ça c'est d'autres. Fabrication en Chine, cette bobine est sur le point d'être terminée, elle va nous être livrée donc par bateau prochainement, hein, elle fait quand même 400 tonnes. Donc, pour vous donner juste une petite idée, lorsqu'il a été imaginé qu'elle serait fabriquée en Chine, les gens avaient pensé qu'on la transporterait inclinée, pour qu'elle puisse passer sur l'itinéraire depuis Fos jusqu'ici. Quand j'ai fait faire l'étude, les ingénieurs ont dit vous prenez un risque énorme de la casser. Il faut la transporter horizontale. Le problème, c'est qu'il y avait une falaise où on ne pouvait pas transporter 10 mètres de large. On a coupé la falaise. Avec l'accord effectivement des autorités françaises, on a taillé dans la falaise pour que effectivement, ça passe. Voilà. Donc ça c'est en Inde où ils sont en train de faire les lignes cryogéniques, donc je vous ai montré. Regardez, ça c'est le premier secteur de la chambre à vide. Vous voyez la taille des personnages, et ça fait 20 mètres de long, 450 tonnes, et il faut souder au millimètre. Et donc, aujourd'hui, on a réalisé plus de 95% de la fabrication de ce composant. Les 5% doivent être terminés avant la fin de l'année. Ça a mis 5 ans à être fabriqué par la meilleure industrie du monde. Et il faut qu'il y ait absolument la pureté la plus complète. C'est-à-dire, je ne veux pas de ce qu'on appelle du carbon steel, donc c'est-à-dire de l'acier, parce que, évidemment, sous l'effet du champ magnétique, même ces grains d'acier perturbaient le tout. Donc, j'ai été obligé de créer une chambre à vide, comme dans une installation électronique, pour préserver la pureté absolue. Voilà. Donc, je passe les détails. Vous voyez, les colis nous arrivent, il y en a déjà 73 qui nous sont parvenus, il y en a encore 210 à venir. Donc, c'est déchargé au port de Marseille, ça traverse l'étang de Berre, je ne sais pas si vous avez jamais circulé là, et ça prend la route, 103 km, 104 km, voilà, en 3 nuits, à une vitesse de 5 à 10 km à l'heure, accompagné de 140 gendarmes. Pourquoi? Parce que on coupe la circulation, on traverse les autoroutes, d'accord? Et donc il faut, et je ne veux pas que des équipements qui ont mis 5 ans à être fabriqués, un fêtard viennent l'abîmer. Voilà. Donc des retombées économiques évidemment importantes, hein, il y a près de 9,5 milliards de contrats industriels qui ont été passés. Les Chinois sont absolument convaincus qu'il faut que la fusion arrive très vite. Ils forment 500 jeunes ingénieurs et scientifiques par an. Haute qualité? Oui, haute qualité, très grande qualité. Donc évidemment, on n'oublie pas que c'est un projet de recherche. Donc il faut préparer les générations à se former. Donc c'est pour ça qu'on a des liens avec de nombreuses universités. N'oublions pas que ces gens qui ont 25 ans aujourd'hui, ils en auront 40 quand le plasma, pleine puissance, en 2035, fonctionnera. Notre objectif, c'est 2025, le premier plasma. Et si nous réussissons le premier plasma en 2025, je suis largement convaincu que à ce moment-là, le projet ira à son terme. Donc, voilà.
Voilà. Formidable. On va y aller. D'accord. 4 grosses bobines et les tester avant Ouais. qu'elles soient installées dans... Ouais. Je- Donc, le bâtiment, il est thermiquement contrôlé puisque je dois assembler le câble avec la précision que je vous ai parlé. Alors malheureusement, donc aujourd'hui, le système d'enroulage du câble ne fonctionne pas. C'est une table qui tourne sur elle-même et qui permet un double enroulement. Vous avez 2 bobines de câble qui sont sur les 2 dévidoirs que vous voyez là et qui permettent de former ce qu'on appelle une galette. Une galette qui est fabriquée avec ce câble-là. Voilà. Le câble, c'est lui. Vous voyez ce que vous avez vu tout à l'heure, Oui. le matériel céramique, ça c'est là où le flux d'hélium va circuler. Et parce que, comme je vous l'ai dit, le câble se casserait, il est enserré dans une jaquette en acier. Ouais. Voilà. Donc c'est très lourd, c'est du j'imagine, titanium, nobium, titane, etc. La matière, Soulevez, attendez. Ah oui, non, oui. Et vous voyez, il faut enrouler ce câble, Ah, donc sans le casser. Voilà. Et cela, ça explique comment nous allons fonctionner. Vous avez les 6 bobines qui sont horizontales, qu'on appelle les bobines poloïdales. Donc, vous avez ici le cryostat, la grande boîte que je vous ai expliquée. On va positionner dans l'espace les 3 bobines inférieures. Celle-ci qui vient de Chine, et ces deux-là qui sont fabriquées ici. 17 mètres, 24 mètres. Celle-là, 10 mètres. On va les positionner dans l'espace et on va clipper les 18 bobines verticales dessus, après qu'elles aient été associées aux 9 secteurs de la chambre à vide. C'est comme si j'avais éclaté une orange en 9 morceaux et je dois rassembler à nouveau les morceaux en soudant les secteurs de la chambre à vide et donc en m'assurant que les bobines qui sont donc supportées par la chambre à vide vont être correctement positionnées avec ce que je vous ai expliqué, l'axe magnétique au quart de millimètre. Voilà le défi qui est Il y a là. un champ magnétique c'est énorme. Hein. Énorme. milliers de fois plus fort que la C'est Terre. 13,6 Tesla. C'est 300 000 fois 13 000. là, voilà, le champ magnétique terrestre. Voilà, donc vous voyez, ça c'est la galette qui est fabriquée. Une fois qu'elle est fabriquée, elle est transportée ici, où là, on vérifie précisément le bon positionnement et on prépare la soudure. Vous voyez, il y a l'extrémité du câble qui est là, vous voyez? Oui. Voilà. Et donc on est en train de préparer pour souder la galette du dessus et la galette du dessous. Voilà. Donc ça c'est la galette. Et une fois la galette faite, on va la transporter dans un moule. Donc vous avez comme un moule à gâteau, que vous voyez, dans lequel on va injecter du polymère et on va solidifier le polymère, solidifier la résine. Donc vous voyez le câble là. Vous voyez, ils sont en train de le préparer pour pouvoir assurer la soudure. Et enfin, une fois qu'il est rigidifié, on peut aller un peu plus loin. Il n'y a pas du tout de... Moi, je suis impressionné par les tolérances. Il n'y a pas du tout de jeu pour... Ah non, Il n'y aura pas... voilà la galette. La galette qui est fabriquée. Ouais. Vous voyez, elle est immergée dans la résine et complètement solidifiée. Et ensuite, on va empiler les galettes les unes sur les autres. Et effectivement, in fine, on aura donc la bobine complètement fabriquée que l'on va tester. Donc, vous voyez, il y a plusieurs postes de travail. Vous voyez une deuxième galette qui est là. La voilà. Donc, et in fine, on teste les galettes
Alors, vous avez la chance parce que vous allez voir une bobine complète de fabriquée. C'est la première qui est complète ici, là, voilà. Ah voilà, c'est ça. Voilà la galette. Donc c'est celle de 17 mètres. Ah oui. Et voilà, celle-là elle est prête et elle va être testée dans le fameux système qui est là pour s'assurer qu'elle a bien le comportement à basse température. On va le faire non pas à l'hélium qui n'est pas possible mais à l'azote. Voilà. Et vous voyez les connexions dont je vous ai parlé au nano-ondes entre les différents morceaux de la galette. Oui, c'est ça, oui, oui. Voilà, Et ça, il faut que ça se fixe. Précisément. Donc d'abord on fait les filaments qui sont là, qui sont de la céramique comme je vous l'ai dit. Ouais. On en fait un paquet qu'on entoure autour de ce ressort. On a cette jaquette qui fait 1 km de long, droit comme un nid. Et donc on va tirer le ressort qui va comprimer la taille du paquet en question. On va tirer le câble dans la gaine d'acier et lorsqu'il sera positionné, on relâche le ressort pour comprimer effectivement le câble sur les parois. Donc, je vous dis la propreté. Il faut que tout soit comme ça. Je n'ai aucune poussière ni quoi que ce soit. Donc c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Vous avez ce piédestal où vous allez installer le secteur de la chambre à vide, que vous avez compris comme un secteur comme un quartier d'orange, rigidement fixé. Sur chacun des panneaux latéraux, vous en avez 2, vous allez fixer les bobines. Et vous allez fermer, comme je le dis, le livre, pour que, effectivement, en ayant ajusté l'orientation des bobines, vous puissiez vous positionner parfaitement avec la chambre à vide. Et comme ça dure entre 4 et 6 mois, j'ai 2 postes de cette nature-là, où le pont roulant, une fois l'installation terminée, entre-temps, on aura mis ce qu'on appelle le mur de protection biologique, donc c'est-à-dire le mur de protection thermique, pardon, qui est une pièce d'acier refroidie à l'hélium et avec un coating, avec un dépôt superficiel d'argent. C'est comme, si vous voulez, un bouclier thermique dans le spatial. Donc tout ça, ça va faire environ 1500 tonnes. Vous levez le tout par le triangle qui est là. Là au-dessus, il y a 30 mètres de délai. Et vous voyez les ponts roulants qui sont ici, c'est 2 ponts jumelés qui font chacun 750 tonnes et qui sont capables de lever effectivement l'ensemble. En el año 21 espero que voy a visitar el Perú para hablar por el Encuentro Científico Internacional en el Perú.